fois par mois, le deuxième vendredi du mois, nous prenons le temps de plonger dans l'industrie ETF avec les éléments que nous apportent les équipes de Yomoni dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, et Olivier Maltès qui est avec nous, le directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. C'est l'observatoire ETF de Yomoni qui a été lancé il y a quelques années maintenant et dont vous nous faites partager, que vous nous apportez effectivement chaque mois les enseignements de ce baromètre, de cet observatoire ETF. Déjà pour mesurer les flux, la dynamique de collecte et où est-ce que l'argent est allé, sur quel type de support. L'idée, c'est de faire un bilan de l'été, peut-être juin, juillet, août, pour se remettre un peu les idées en place correctement en cette rentrée, Olivier. Si on regarde déjà les flux au global, donc là, sur le mois d'août, encore un flux positif. Donc juin, juillet et août ont des flux positifs et des flux de collecte. Donc là, le mois d'août, c'est le 11e mois consécutif de collecte positive globalement sur les ETF en Europe. Donc voilà, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et on a eu, donc au mois de juin, on avait environ 10 milliards de collecte. Juillet encore plus fort avec 13. Donc c'est le deuxième mois de collecte le plus important depuis le début de l'année. Le mois le plus important, c'était janvier avec 17, mais donc un mois de juillet très actif. Ouais. Et sur le mois d'août, on est un peu plus en retrait, un petit peu en dessous de 9 milliards, à 8 milliards 8, mais un mois ainsi relativement conséquent. Si on regarde en classe d'actifs, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on voit que la collecte sur le marché obligataire est très importante et est venue donc également en juin et en juillet, vraiment talonner la collecte action. Donc la collecte action reste un peu plus forte, mais à chaque fois, juin, juillet, la collecte obligataire est venue vraiment talonner, pratiquement à touche-touche. Et sur le mois d'août, on revient sur quelque chose d'un peu plus classique, avec sur les 8 milliards 8, on a un peu plus de 6 milliards sur les actions et 2 milliards et demi sur les obligations. Donc là, on revient sur une collecte un peu plus action. Mais voilà, ce qui est vraiment l'événement de je comprends. c'est vraiment la montée en puissance de l'obligataire pour arriver au coude à coude avec la collecte action là sur les 2-3 derniers mois que vous décrivez, Olivier. On avait eu un mois où la collecte obligataire avait été plus importante. Mais là, voilà, au coude à coude juin, juillet, et puis donc août, une collecte plus importante au niveau action. Quand on dit obligataire, il y a les investisseurs qui mettent de l'argent dans des produits de taux obligataires. Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers à signaler dans ce monde obligataire vaste ? Ce qu'on note vraiment, c'est l'importance des souscriptions sur les obligations souveraines, avec, en fonction des mois, plutôt sur les États-Unis ou plutôt sur l'Europe, mais vraiment sur le souverain. Et ce qu'on note aussi, c'est que l'investment grade a toujours collecté, le high yield aussi par moment. Et là, sur le mois d'août, il y a une sortie plus importante à la fois du high yield, donc à la fois en Europe et aux États-Unis. D'accord. Donc une sortie un petit peu du high yield. Il y a des arbitrages quand même au sein de cette classe d'actifs obligataires. Toujours. Et il y a des arbitrages aussi en termes de duration. Évidemment, ça fait depuis, même avant l'été, on commençait à parler de l'importance et de l'intérêt potentiellement à prendre des positions obligataires sur le marché américain. Bien sûr. Des taux importants, mais qu'on continue de monter un petit peu sur le taux. Qui sont encore plus intéressants aujourd'hui. Mais c'est vraiment cet appétit sur le souverain. Après une année 2022 très compliquée sur les taux souverains, un vrai retour du souverain. Le rendement est de retour. Qu'en est-il des actions ? Vous l'avez dit, juin, juillet, août ont été encore des mois positifs de collecte sur les ETF actions. Là aussi, comment se répartissent les intérêts des investisseurs ? Sur l'été, comme sur l'année, l'événement important, c'est vraiment les grosses capitalisations qui ont apporté quand même jusqu'à présent le plus de flux. On a vu quand même une tentative des small cap et des moyennes cap US sur juin, juillet, avec des flux relativement importants qu'on ne voit plus en mois d'août. Donc, tout le monde attend sur le retour en termes de performance sur ces zones-là. Mais donc, c'est vraiment tout ce qui est large cap. Si on note un peu plus sur le mois d'août, parce que c'est plus proche de ce qu'on peut voir, c'est que toujours les grosses capitalisations US qui ont souscrit au niveau action, mondial aussi, le Japon aussi, les actions émergentes. On voit aussi Hong Kong a intéressé les investisseurs ETF européens. Ah, intéressant. Par contre, le large cap euro, lui, est en décollecte, ainsi que la Chine. Toujours la Chine, après un mois de juillet assez important, on l'a vu en termes de performance sur le marché chinois. On voit une décollecte sur le mois d'août, et une décollecte aussi sur la zone euro. Alors, est-ce qu'on fait le lien directement sur l'ouverture de l'économie européenne ? Oui, c'est ça. Allemagne égale Chine, et donc... Exactement, et puis le luxe un peu aussi en France. Oui, bien sûr. C'est peut-être ce qui explique cela. C'est vraiment les événements, et après, on voit toujours les mouvements sur les secteurs techno et financiers en fonction de l'évolution des taux. Donc lorsqu'on a peur que les taux remontent, ça se traduit bien sur les flux. Aux deux extrêmes, quoi. C'est vraiment le barbel parfait, quoi.
tech et financière. Est-ce que les supports ESG dans l'industrie ETF, est-ce qu'on est toujours sur ce trend structurel qui semble s'être installé depuis plusieurs années maintenant? Oui, alors là, on est vraiment, sur l'action, on est vraiment sur un trend un peu plus structurel, donc de l'ordre de 30% des flux qui, sur l'été, vont sur l'ESG, donc globalement, que ce soit sur des labellisés ou sur juste des composantes extra-financières. Mais ça, c'est vraiment maintenant un petit peu le rythme de croisière. Donc il y a eu un petit essoufflement début d'année, mais c'est vraiment ce rythme-là. Donc c'est peut-être moins important ce qu'on a pu observer, mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que lorsque c'est arrivé de manière plus importante au niveau des ETF, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait le remplacement. Et donc là, on est plus sur de la collecte. Voilà, donc 30%, c'est quelque chose qui est relativement important. Donc c'est relativement stable sur les actions. C'est beaucoup plus variable sur le marché obligataire, avec un mois d'août qui était relativement important sur les flux ESG et un mois de juillet, par contre, très très faible. Après, ce qu'il faut avoir en tête sur le marché obligataire, c'est qu'en termes d'ESG, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ce que vous disiez déjà la dernière fois qu'on s'est vu. Effectivement. Exactement. Oui. On le voit bien, comment noter une entreprise, et donc les émissions obligataires sur les entreprises, ça se conçoit relativement facilement. C'est plus compliqué sur les États. Qu'est-ce qu'on prend en compte en termes d'émissions? Qu'est-ce qu'on prend en compte en termes de notation aussi sociale? C'est peut-être moins pertinent aussi, j'en sais rien. Mais c'est moins standardisé en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des ETF spécialisés sur cette thématique-là. Mais c'est vrai que globalement, c'est plus compliqué à appréhender comme mécanisme et comme système de notation. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire des émetteurs, ceux qui fournissent les produits à cette industrie ETF, qui a le plus collecté? Est-ce qu'il y a eu des mouvements particuliers à signaler parmi les top 3, top 5 des plus gros émetteurs mondiaux, Olivier? Si on regarde les émetteurs, donc en juin, BlackRock, toujours le premier. Juillet, BlackRock, toujours le premier. Août, à votre avis? BlackRock, troisième. Troisième BlackRock. C'est la grande surprise. Depuis le début que vous nous apportez ces éléments, je ne suis pas sûr que j'ai entendu BlackRock troisième sur donc un mois. BlackRock troisième, donc le premier DWS. Alors, deuxième ou troisième, c'est vraiment touche-touche entre Amundi. Donc, en fonction des retraitements qu'on peut faire, on peut peut-être les voir deuxième ou troisième. Nous, on les voit plutôt troisième. C'est quand même des très, très fortes collectes, toujours, de BlackRock. Il faut bien avoir ça en tête. Juin et juillet, c'est quand même 60% des flux qui vont sur les ETF BlackRock. Oui. Ce qui peut expliquer ça, là, c'est un peu le retrait obligataire. C'est vrai que BlackRock a une offre très importante et est très, très fort sur tout ce qui est ETF obligataire. Et donc, lorsque le marché obligataire souscrit beaucoup en termes d'ETF, ils ont un positionnement qui est a priori meilleur que je comprends. Donc ça peut expliquer ça. Ça peut avoir expliqué que là, du coup, sur le mois d'août, il y a eu un petit peu de place aussi pour les autres compétiteurs. Mais voilà, BlackRock, toujours très très fort, toujours très important. 45% de part de marché environ, globalement. En termes de collecte, c'est très très important, c'est sûr. Oui, il en faudra beaucoup pour détrôner un jour peut-être BlackRock du podium. Mais c'est la surprise. Et de la place. Mais très intéressant. Et la lecture sur le poids des ETF obligataires chez BlackRock qui a peut-être pesé effectivement au cours du mois d'août est très, très intéressante. Justement, tiens, en termes de produits, alors on va pas faire juin, juillet et août, mais sur l'ensemble de l'été, est-ce que ça a été une période dynamique pour lancer des nouveaux produits quand on est émetteur de Oui, juin, juillet, on est à plus de 10 produits lancés, donc c'est relativement dynamisme important, surtout pour l'été. Août, un peu plus en retrait aussi, mais il y a quand même beaucoup de produits. Là, si on veut noter vraiment deux choses, globalement toujours, ce qui est très important, on est souvent aussi questionné sur l'intérêt de l'ESG, et notamment lorsque les flux sont un petit peu plus bas. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de nouveaux produits, l'ESG est toujours quelque chose de très important, avec des gammes qui sont lancées thématiques ESG, ou même des sectoriels vraiment avec ce filtre-là ESG le plus important. Donc, globalement, c'est toujours ça à avoir en tête. Maintenant, dans les innovations et dans les nouveaux produits, c'est beaucoup de produits qui ont trait avec l'ESG et les composantes extra-financières. Et on a eu là, au mois d'août, une belle innovation sur le marché obligataire de BlackRock et que je trouve intéressante aussi sur le thème industriel, pas uniquement en termes de produits. C'est que BlackRock a lancé en Europe des ETF datés, obligataires datés, sur la même manière que les fonds datés, bien sûr, qui marchent bien. Qui marchent très très bien, bien sûr, qui ont un poids très important dans les allocations de CGP aujourd'hui pour les clients. Exactement, et qui donc, du coup permettent de bénéficier des taux relativement importants et de loquer. Et donc on a ETFisé ces fonds datés. Donc ça existait déjà aux États-Unis, mais ils ont importé en Europe des techniques qui s'utilisaient déjà aux États-Unis. Très intéressant. Et c'est vrai que c'est là aussi la gestion passive qui rentre dans un univers plutôt de gestion active en termes de sélection de titres. Donc voilà. Dès que la gestion active trouve un truc, bam,
2 mois après, il y a un ETF qui se met dessus. C'est vrai que là, c'est une manière, peut-être pas 2 mois après, mais, c'est vrai que c'est assez très intéressant ce point. On voit qu'il y a des tentatives aussi de gestion active mise sous format ETF. Là, c'est vraiment de la gestion passive, donc avec des règles de construction propres et complètement passif. Et c'est pas uniquement le format ETF qui est utilisé, c'est vraiment de la gestion passive. Et c'est un accroissement de la gamme et des possibilités en termes obligataires. Et je trouve ça intéressant à la fois en termes de produits, puisque ça permet de sortir de la gestion active si on veut faire ce thème-là, et aussi en termes industriels, de voir comment la gestion passive et les fournisseurs d'ETF réfléchissent pour essayer d'offrir le plus de produits possible dans le gamme de la gestion passive. Bon, du point de vue du positionnement et de la gestion des allocations des différents portefeuilles que vous supervisez chez Yomoni, Olivier, quels ont été là, les enseignements des mouvements de l'été qui se retrouvent peut-être dans les allocations aujourd'hui chez vous? Alors, on avait passé l'été, nous, de manière plutôt défensive. On était plutôt constructif, donc un petit peu plus d'obligations que d'actions sur les profils plutôt mitigés à 50-50. Donc, on avait voulu se protéger un petit peu des risques toujours de l'été. Il y avait Jackson Hole, il y avait beaucoup de choses. Donc, on était plutôt défensif sur tout l'été. Là, on a remis un petit peu de risque. Alors, j'entendais qu'à côté, on disait qu'il fallait faire attention juste avant au marché action. Nous, on a remis un peu de risque, donc on revient sur une neutralité. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est pas non plus un emballement. C'est pas agressif, mais c'est... En fait, l'analyse qu'on a, c'est que tous les critères qu'on avait un petit peu d'inquiétude avant l'été, et notamment aussi sur la liquidité, sont plutôt calmés. On voit qu'effectivement, la consommation américaine tient, la croissance américaine tient. Jackson Hole a montré aussi que les discours des banques centrales avaient été bien anticipés, qu'ils maîtrisaient bien leurs discours, qu'ils continuaient leurs efforts, mais que voilà, tout avait l'air d'être bien piloté. Donc, on avait quand même beaucoup moins de risques là. Donc, on s'est dit, on va remettre un petit peu de risque et revenir à la neutralité. Sinon, on va passer... on ne sait pas combien de mois en étant défensif, alors qu'il n'y a plus vraiment de raison objective. Et en termes de paris, donc on avait un pari sur les actions américaines qu'on conserve, un pari tactique sur les actions américaines, parce que la croissance tient, la Fed est vraiment aux manettes, et les États-Unis par rapport à l'Europe nous paraissent quand même plus résistants. Et on a rentré un secteur sur la santé, et un petit pari aussi technologique sur la santé, pour 2 raisons. Il y a le côté aussi un petit peu défensif, donc ça permet de jouer ça, et c'est surtout le thème de l'IA. On a été longtemps sur les valeurs technologiques, on est ressorti avant l'été pour des valorisations importantes en se disant que c'était risqué. Et on voit que les thèmes de l'IA ruissellent vraiment, commencent vraiment à ruisseler. Et que la santé est un secteur très bien identifié comme étant peut-être un des secteurs, et la médecine bénéficiant le plus possible et le plus vite possible des progrès, des nouveaux progrès en matière de Clairement, l'IA. et c'est la manière dont on a envie aujourd'hui de continuer à jouer ce thème-là par la santé. Et donc on a ouvert ce pari tactique-là sur la santé. Merci beaucoup Olivier. Merci d'être avec nous chaque mois pour nous faire profiter effectivement de votre observatoire ETF. Vous suivez évidemment au jour le jour l'actualité de l'industrie ETF chez Yomoni avec ce baromètre que vous publiez une fois par mois à retrouver donc dans Smart Bourse le 2e vendredi de chaque mois à 17h45 dans le quart d'heure thématique et en replay bien sûr sur bismart.fr. Olivier Malteste, directeur des investissements de Yomoni, était avec nous en plateau ce soir.